Hello everyone. We are back. It's 1 p.m. Eastern Time. Bienvenue tout le monde. Nous sommes de retour. Il est 13 heures, heure de l'Est. Alors, si vous vous joignez à nous, bienvenue parmi nous. Mon nom est Dorothée Alexandre. Je serai votre animatrice pour cette deuxième journée du sommet en ligne Renforçons nos communautés. Comme vous le savez, il y a une partie qui se passe avec plusieurs des centaines de délégués à Ottawa directement. Si vous vous joignez à nous, bienvenue. Si vous joignez à peine à nous, bienvenue. Alors, je suis très heureuse de faire partie de ce sommet. Comme vous le savez, il y a des centaines de délégués en personne à Ottawa qui font le même genre de travail que nous. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre animatrice pour ce premier atelier en ligne sur les lignes directrices pour la continuité des services. Voici Karen Campbell. La parole est à vous, Karen. Merci beaucoup, Dorothy, et bienvenue à tous et à toutes. Très heureuse de vous retrouver. Je suis Karen Campbell et mes pronoms sont féminins. Je me joins à vous depuis Ottawa, en Ontario, où le forum se déroule en personne, ainsi que, évidemment, virtuellement, tous ensemble. Alors, je suis à Ottawa, en Ontario, sur le territoire non cédé des Anishinaabe et des Algonquins. Et je suis vraiment très heureuse d'animer cette séance aujourd'hui concernant les lignes directrices sur la continuité des services dans le secteur de la lutte à la violence fondée sur le genre. Avant d'inviter les panélistes, je vais vous donner un peu de contexte au sujet de ce que vous entendrez ce matin. Alors, lorsque la pandémie nous a frappés, les organisations du secteur de la violence genrée ont vu une progression des demandes de soutien en raison d'une augmentation de la violence. On sait que c'est une pandémie parallèle, c'est quelque chose qui se produit non seulement au Canada, mais partout dans le monde, et c'est quelque chose qui se produit lorsque les communautés sont l'objet de stress. La violence genrée augmente. Dans un secteur déjà limité sur le plan des capacités, ça a été difficile d'absorber ce choc. Les prestataires de services ont dû travailler très fort en plus de faire face aux réalités de la pandémie eux-mêmes. Comme personne, comme membres de la famille, de la communauté, tout le monde devait déterminer comment composer avec sa réalité et l'augmentation des demandes de services. Dès le début de la pandémie, la Fondation canadienne des femmes a travaillé de concert avec les organisations de lutte contre la violence genrée. Nous avons consulté ces organisations pour savoir de quoi elles avaient besoin pour essayer de leur fournir des services et des ressources. Et pendant cette période, nous leur avons demandé qu'est-ce qui aurait fait une différence pour vous au moment où cette pandémie nous a frappés et si vous aviez pu avoir des choses en place. Qu'est-ce que vous auriez cherché? Qu'est-ce qui aurait pu permettre à votre organisation de se sentir plus forte, au secteur de se sentir plus fort, étant donné cette poussée de demande pour vos services? Parmi les nombreuses recommandations, une des choses qu'on nous a dites, c'est qu'on avait besoin de plans et d'outils de gestion des urgences. Mais bon nombre des organisations n'en avaient pas la capacité. Des consultants très coûteux qui créeraient un plan d'urgence pour votre organisme, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à la portée de beaucoup d'organismes qui n'ont pas les moyens ni le temps. Et ils trouvent aussi que lorsqu'ils discutent avec des gens du secteur de la gestion des urgences, ils ne connaissent pas vraiment la réalité des usagers des services. Et ça fait une différence pour les plans qu'on met en œuvre. Au même moment qu'on avait ces conversations avec les gens du secteur, on travaillait avec des universitaires et des praticiens dans le domaine de la gestion des urgences et on leur avait demandé de prendre connaissance
de plans de gestion d'urgence des gouvernements de divers paliers et ils ont produit des recherches qui montrent l'absence d'analyse selon le genre de ces plans. C'est-à-dire que les populations ne faisaient pas partie, ces populations ne faisaient pas partie du plan et donc ne faisaient pas partie de la réponse. Je peux verser les liens vers ces recherches dans la boîte de clavardage si vous le souhaitez, mais entendant ces besoins chez les prestataires de services, ces prestataires demandant comment ils pourraient renforcer leur organisation, on a tissé des liens avec les personnes qui ont fait ces recherches pour nous et on leur a demandé de nous donner des lignes directrices pour le secteur de la lutte à la violence genrée pour déterminer comment on pourrait créer des fonctions et des stratégies pour les renforcer. Et c'est ce que nous allons présenter aujourd'hui. Les orientations de ces femmes formidables créées pour ce secteur. Avant de commencer, je souhaite signaler qu'en plus de nos équipes d'interprètes et de sous-titreurs, nous avons aussi la chance d'avoir une artiste visuelle qui s'appelle Adriana. Et elle va créer une illustration dynamique de notre séance. Sa caméra sera allumée, mais nous n'allons pas la montrer à l'écran. Si vous voulez voir l'évolution de ces dessins, vous pouvez chercher son image et l'épingler pour vous-même. À la fin de la conversation en panel, on demandera à Adriana de présenter son illustration de la conversation avec les panélistes. Si vous avez des questions pendant cette séance, n'hésitez pas à vous servir de la boîte de questions. Et si nous avons le temps, nous les poserons à Alex, Carmen et Barca qui présenteront leur communication aujourd'hui. Alors, je vais demander à Alex, Carmen et Magda de venir à l'écran, d'allumer leur caméra et je vais donner un instant à l'équipe technique de vous présenter convenablement à l'écran. Alors, Alex, Magda et Carmen. Formidable. Merci. Alors, je vais vous céder la parole. Je vais vous demander de vous présenter et vous pourrez par la suite passer à votre exposé. Merci, Karen. Vous m'entendez? Formidable. Alors, merci d'avoir pris le temps d'être des nôtres pendant cette séance et merci à Karen d'avoir donné un peu de contexte par rapport au projet. Alors, je suis Alex et mes pronoms sont féminins. Je suis dans une petite communauté rurale du nord de la Colombie-Britannique comme invitée sur le territoire des Dakota d'Aînés. J'ai une maîtrise en gestion des catastrophes et des situations d'urgence et je me concentre surtout sur les genres. Et j'ai beaucoup de formations dans l'analyse genrée et des communautés LGBTQ+. J'ai eu l'occasion de travailler au gouvernement, dans les universités et dans le secteur sans but lucratif au Canada et à l'étranger. J'ai eu beaucoup de chance aussi de participer, de contribuer à un certain nombre de conférences sur les questions touchant les femmes, les catastrophes et l'inclusion. Je siège actuellement au siège social d'un groupe sur la gestion des urgences et à l'heure actuelle, je suis consultante principale de mon entreprise où j'essaie d'appliquer une lentille genrée aux catastrophes. J'essaie également de mettre au point des stratégies de diversité, d'équité et d'inclusion pour les sociétés pour qu'elles puissent mettre en place des produits et services adaptés. Je m'intéresse beaucoup à ce projet car cela permet de contribuer à la mise au point de lignes directrices de sociétés de partout au Canada. Et parce que les catastrophes m'intéressent beaucoup, ce projet trouvait écho chez moi. Cela m'a permis d'adapter mes connaissances sur la population LGBTQ, entre autres, dans ce domaine. Et ça a été aussi la possibilité pour moi de rendre plus visible le lien entre le genre et la catastrophe et également montrer qu'il fallait une offre de services plus adaptée
pour faire changer la gestion d'urgence en fonction des besoins de chacune chacun des éléments constitutifs de la communauté. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je me réjouis de présenter nos travaux sur les lignes directrices. Et sur ce, je cède la parole à mes collègues qui se présenteront. Merci. Bien, bonjour. Je suis Carmine O'Neill, un peu comme Alex. Je suis spécialiste en gestion des catastrophes en fonction du genre et je suis vraiment passionnée par les approches transformationnelles. J'ai aussi travaillé dans le secteur de la violence genrée et ce depuis 10 ans. Et à l'heure actuelle, je m'intéresse surtout à la gestion des urgences et gestion des catastrophes. Et je travaille aussi à la continuité des affaires. Mon expérience touche les gouvernements, les organismes sans but lucratif, mais aussi les agences internationales. J'ai travaillé dans les Caraïbes, où j'ai travaillé pendant plusieurs années à des projets de redressement suite à des catastrophes et des programmes d'atténuation des effets des changements climatiques avec les Nations unies. J'ai une maîtrise en art et en gestion des situations urgentes de l'Université Royal Roads et j'ai également divers certificats et des formations spécialisées, dont des analyses fondées sur le genre et une formation de professionnel de la continuité des affaires. Et mon intérêt pour ce projet se décline en deux volets. Je travaille dans le domaine de la violence genrée depuis de nombreuses années et j'ai toujours pensé qu'il fallait davantage de continuité dans la planification pour éviter les pannes de services en cas de catastrophe ou d'urgence. Et je me passionne aussi pour la fusion du genre et de la gestion des urgences ou des catastrophes, ce qui est peut-être un nouveau thème au Canada. C'est quelque chose qui me passionne et je suis vraiment emballée de faire partie du projet. Alors sur ce, je cède la parole à Magda. Bon après-midi. Bon, alors mon son n'est pas terrible, mes excuses. Très heureuse d'être ici. Je suis un peu nerveuse et je ne vois pas le nombre de personnes à qui je m'adresse. Après avoir travaillé sur ce projet depuis ses débuts, j'ai pris connaissance de la quantité de travail qui avait déjà été abattue avant ma venue. J'avais peu d'expérience dans le domaine. Je suis surtout du domaine de la gestion des urgences et de la sécurité publique, donc du côté beaucoup plus technique de la planification des catastrophes. Et je suis dans le secteur gouvernemental et des services publics depuis un bon moment. Ça fait d'ailleurs depuis 2015 que j'y travaille. Et dans cette période, j'ai passé plus de 4000 heures dans des centres d'opération d'urgence, dans des situations vraiment complexes où il fallait coordonner les activités, entre autres pour se redresser après une catastrophe, pour intervenir localement suite à des ouragans, entre autres en 2017 aux États-Unis. Alors, la reconstruction critique, ainsi que les activités de reprise suite à ces grands événements. Mon premier contact avec le monde sans but lucratif remonte à 2020, quand j'ai co-créé et copiloté l'organisation appelée 1033 avec ma bonne amie Alicia Khan. Et dans cette organisation, on a essayé de tisser des liens entre les prestataires de services sociaux et les PME. Et on a voulu établir un contact entre eux et les spécialistes de la continuité des affaires pour essayer de leur permettre de rester ouverts en période de catastrophe ou de service ou de rouvrir le plus rapidement possible. Cela m'a ouvert les yeux. J'ai bien compris quelles étaient vos difficultés. On avait 90 bénévoles, nous, à qui on a fait appel depuis notre création pour nous aider. Et on a bien compris les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre domaine. Et en conséquence de ce projet, j'ai été mise en contact avec cette équipe formidable et j'ai pu travailler à ces lignes directrices dont il est question aujourd'hui.
Je veux toujours partager mes connaissances sur la gestion des urgences à quiconque veut bien m'écouter. Et aujourd'hui, ce sera vous. Vous êtes un public captif. Et je travaille aussi à temps partiel comme chargée de cours à l'Université York. Et à l'heure actuelle, je suis à Paris, en France, où je travaille aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Je fais partie de l'équipe de commandement de sécurité. Et sur ce, je cède la parole à Alex. Merci. Alors, étant donné qu'on a peu de temps aujourd'hui, on a pensé que ce serait intéressant de présenter les lignes directrices. Donc, d'abord, un survol du projet, son contexte, son objet, l'intégration de l'analyse fondée sur le genre et aussi le concept de la planification de la continuité des services et sa valeur pour les organisations. Alors, comme on le disait, on va présenter très rapidement le projet au fil des prochaines diapositives. Alors, voici le contexte. Il y a beaucoup de contraintes opérationnelles pour les prestataires de services, dont des difficultés du point de vue du financement, ce qui a créé des lacunes. Et ces lacunes sont exacerbées en cas de catastrophe. L'absence de services a de graves répercussions sur les communautés et les usagers de services. Karen vous a déjà donné un peu de contexte, alors je pense qu'on peut résumer en disant que toute la communauté doit se saisir de la question. Il est important pour la communauté d'améliorer la continuité des services pour le secteur de la violence genrée. Alors, les organisations qui offrent ces services peuvent se servir de nos lignes directrices pour planifier la réaction à une catastrophe ou une urgence qui perturberait leurs activités. Les organisations peuvent donc identifier les étapes nécessaires pour avoir un plan de continuité, mais cela leur permet aussi d'entamer leur planification et d'entamer la mise en œuvre dans leur contexte. Par ailleurs, ces lignes directrices permettent d'inclure la violence genrée au plan d'entreprise. Alors d'abord, permettez-moi de parler du processus d'analyse genrée qu'on appelle ici ACS+. Cela vise à transcender le genre et le sexe, c'est-à-dire l'ethnicité, la religion, la capacité, le statut d'immigration, etc. On essaie de voir quel est le point de vue des personnes avec les diverses identités intersectorielles, quel est l'impact sur les personnes qui sont l'objet, par exemple, d'oppression. Au final, l'objet est d'aider au développement de politiques et de programmes utiles. On reconnaît que les prestataires de services intègrent peut-être déjà certains aspects de l'ACS+, pour l'analyse de leurs travaux. Et même si ce n'est pas tout à fait intégré au Canada, l'ACS+, est une méthode qui permet d'appliquer une analyse intersectionnelle pour déterminer comment les gens sont touchés et comment. On inclut un exemple dans l'annexe de notre exposé. Alors, l'ACS+ permet de mettre en œuvre les recherches et les données utilisées pour comprendre le contexte de la planification des services. Alors, nous avons fait la collecte de cette information et on s'en est servi pour mettre au point la ligne directrice. Ensuite, ACS+ a été intégré pour éclairer les organisations qui veulent mettre au point leur propre plan de continuité des affaires. Et cela se retrouve dans la boîte d'outils qui a été créée pour ce projet. L'approche centrale visait à travailler de manière collaborative avec les spécialistes. Cela intégrait aussi la mise au point d'une enquête au niveau du secteur pour faire la collecte des organisations. Nous avons eu de la chance de travailler avec un comité consultatif qui nous a permis de mieux comprendre le secteur et qui a permis d'orienter le processus d'élaboration des lignes directrices. Nous apprécions aussi beaucoup les personnes qui ont participé à l'enquête. Je présume que vous êtes nombreuses aujourd'hui. C'est grâce à ce questionnaire que nous avons pu mieux comprendre le secteur et comment passer de
la gestion quotidienne des affaires à la gestion d'urgence. Alors, voici quelques données. Nous avons eu 215 répondants avec une représentation pan-canadienne, dont 23 francophones et 192 anglophones. Et 12 organismes internationaux. Il y avait 13 sous-secteurs représentés. Ce sont des types de services comme les maisons de transition, les centres de crise, les centres de ressources et ainsi de suite qui ont été touchés. Et comme vous le voyez, les budgets passaient de 100 000 $ à 10 millions de dollars selon l'organisation. Alors, les personnes qui ont répondu étaient des organismes communautaires, des ONG et d'autres. Un des objectifs du projet était de veiller à ce que la planification soit accessible et pour aider les organisations qui n'ont pas forcément le temps, la capacité ou le savoir pour faire leur planification elles-mêmes. Vous allez voir dans les lignes directrices qu'on a une approche par couche. D'abord, les instructions techniques qui donnent une explication de la planification technique. Ensuite, l'histoire ou le récit. Ici, c'est l'histoire d'une petite entrepreneur qui montre son exemple de planification. Cela permet ensuite de passer aux exercices qui sont des exercices étape par étape de planification. Et enfin, nous avons des ressources supplémentaires à lire au besoin. L'objectif, c'est que les lignes directrices permettent d'obtenir davantage de financement ou enfin de faire des demandes de financement additionnel. C'est un moyen très concret de montrer des écarts dans la prestation de services et ce que les organisations peuvent faire dans un environnement quotidien et ce qui est perturbé par les urgences. Je cède sur ce la parole à mes collègues. Merci. Bien. Alors, nous passons à la prochaine diapositive. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est la planification des services, quel est son impact dans le secteur de la violence genrée et à quoi vous attendre quand vous faites votre propre plan de planification de la continuité des affaires. Alors, la continuité des services, c'est ce qui permet à une entreprise ou un organisme de continuer de prodiguer ses services en cas d'urgence. La planification vise à planifier les éventuelles interruptions de service et avoir des mesures d'atténuation pour veiller à la coordination et la mise en œuvre de stratégies visant à maintenir la continuité des services essentiels. Alors, pour simplifier, la planification de la continuité des services vous permet de continuer d'offrir des services à la communauté en période d'urgence ou de catastrophe. Merci. Prochaine diapo. Alors, quelle est sa valeur? Comme nous le savons, nous sommes dans un paysage de plus en plus volatile avec des risques et des changements qui évoluent rapidement, dont les changements climatiques, les pandémies, les catastrophes. Tous révèlent les iniquités sociales et la dynamique de pouvoir qui font partie de nos communautés et de nos sociétés qui peuvent avoir un impact important sur les organisations responsables de la violence genrée. Et nous avons aussi beaucoup d'incertitudes économiques, des progrès technologiques, et les organisations doivent constamment s'adapter à ces progrès technologiques, essayer de rester à jour tout en gérant des risques comme les cybermenaces et les bris de sécurité. Alors, pas que je veuille vous déprimer, mais ces choses étant dites, la planification peut aider les organisations à assurer la continuité des services en traitant de ces vulnérabilités. Alors, la planification peut atténuer l'impact de perturbations pour que l'organisation puisse continuer de prodiguer ses services essentiels à sa communauté. Au-delà de cela, la planification de la continuité des services est également un investissement dans la stabilité de l'entreprise. Cela vous permettra non seulement de prodiguer vos services essentiels, mais cela protégera aussi votre personnel et vos bénévoles qui font ce travail très important. Et au final, cela aura un impact sur vos usagers. Alors, une valeur ajoutée de cette planification, c'est que
La planification vous permet de proactivement cerner des situations où, par exemple, le surmenage pourrait augmenter chez les employés. Par exemple, lorsqu'il y a une urgence, plutôt que d'avoir des stratégies de cataplasme, par exemple, temps supplémentaire non payé, augmentation des heures de travail, ce qu'on a vu pendant la pandémie, la planification vous permet de créer, de choisir des stratégies qui maintiennent non seulement vos services essentiels, mais protègent aussi votre personnel. Alors, lorsqu'on regarde le secteur de la violence genrée, c'est essentiel, car souvent, le personnel et les bénévoles sont aussi des survivantes et elles sont déjà exposées au traumatisme, au surmenage, au traumatisme accessoire en raison de la nature de leur travail. Et cela est exacerbé par leur propre expérience vécue ou leur propre traumatisme. Alors, lorsque vous planifiez à l'avance en cas de perturbation de service, vous pouvez proactivement cerner des efforts d'atténuation ou des stratégies qui pourraient tenir compte de l'impact sur le personnel ou les bénévoles, tout en garantissant que les services se poursuivent. C'est la raison pour laquelle la planification de la continuité des services est si importante pour les organisations de ce secteur. Et c'est la raison pour laquelle c'est important d'appliquer une lentille de violence genrée. Grâce à cette lentille, vous pourrez voir comment votre plan touchera divers groupes de personnes et cela permettra aussi d'éviter les préjudices, mais cela protégera aussi votre personnel, vos bénévoles et vos usagers de service. Alors, malheureusement, cette planification a ses limites. La planification de la continuité des services se centre sur la planification des services essentiels. Ça ne permet pas de tenir compte de tous les risques d'entreprise. Cela peut aussi prendre beaucoup de temps. Alors, il est important de reconnaître que, en raison d'un sous-financement chronique dans le secteur, les organismes qui réagissent à la violence genrée, généralement, sont sous-financés. Alors, rajouter à cela une planification de continuité de service, c'est bien difficile. Alors, selon la taille de votre organisme et sa complexité, la complexité de vos opérations, la planification de la continuité des services peut prendre beaucoup de temps et peut exiger que du personnel s'y consacre à temps complet pendant un moment, ce qui n'est pas toujours possible. Cependant, ces choses étant dites, ne laissez pas cela vous décourager, car cela peut se faire en petites étapes progressives. Alors, ne laissez pas le processus de planification vous effrayer et surtout, ne craignez pas d'au moins essayer. Vous pouvez regarder nos lignes directrices et prendre certaines des suggestions que nous y avons mises et commencer à prendre de petites étapes pour mettre en place votre plan au fil du temps, quand vous aurez du temps libre. Alors voilà, un programme viable exige un entretien, c'est-à-dire que l'environnement externe de votre organisation change au fil du temps. Les techniques et les méthodes que vous utilisez pour réagir à ces changements doivent aussi s'adapter. Alors, lorsque vous regardez l'entretien, on suggère que vous preniez connaissance de votre plan au moins une fois par année, au moins, si possible, ou alors si vous avez de grands changements organisationnels. Prenez connaissance du plan, gardez-le actuel et ensuite, la planification des services signifie que les parties prenantes doivent être au courant de leur rôle dans chaque étape du plan. Alors, en dépit de ces limites, la planification de la continuité des services permet de limiter les interruptions de service et cela permet de maintenir les opérations critiques. C'est un des meilleurs moyens pour les organisations de se protéger, de protéger leurs usagers, leur personnel, mais aussi leur réputation dans des situations difficiles. Alors, je vais donner la parole à Magda, qui va parler du processus de
planification de continuité. Merci, Alex et Carmen, pour cette préparation. Nous avons beaucoup parlé de planification de continuité des services. Je vais à présent vous expliquer le processus. Il s'agit d'un processus en 5 étapes qui est détaillé de façon très claire dans les lignes directrices avec beaucoup des exemples et des outils dont Alex a parlé. Je vous encourage à examiner certains des éléments que je vais évoquer au cours des quelques minutes à venir, si vous avez des questions. Mais je vais faire de mon mieux pour vous expliquer les grandes lignes de la planification de la continuité des services. Il s'agit d'un plan en 5 étapes. Les voici à l'écran. Tout d'abord, il faut comprendre votre mission, vos valeurs, vos buts et vos objectifs. Ensuite, identifier les fonctions et les ressources essentielles qui déclinent mission, valeurs, buts et objectifs. Ensuite, il s'agit de déterminer le risque d'interruption du travail qu'accomplit votre organisation. Quatrième étape, élaborer des stratégies de continuité. Et cinquième étape, créer un plan de continuité des services, un ou plusieurs documents qui exposent la manière dont vous allez continuer à fournir vos services en cas d'interruption. Les lignes directrices et la planification de continuité des services en général consistent en un processus à plusieurs étapes qu'il est possible de réaliser petit à petit. Lorsque nous avons produit ces lignes directrices, nous avons décidé de nous concentrer sur le fonctionnement interne des organisations. Vous remarquerez sans doute, surtout les personnes qui s'intéressent à examiner leur environnement externe, la situation externe qui peut déclencher des situations d'urgence, vous constaterez que nous ne nous y attardons pas, que nous ne nous lançons pas dans l'évaluation des risques externes. C'est une décision que nous avons prise afin que le processus soit moins vaste et afin de pouvoir introduire la planification de la continuité des services à l'interne en fonction d'une compréhension de nos mécanismes de fonctionnement, l'examen des situations externes pouvant se rajouter dans l'avenir. C'est une décision que nous avons dû prendre pour ce projet et nous espérons que des recherches plus approfondies sur les conditions externes pourront être menées. Entrons dans le détail de la première étape. Quelles sont la mission, les valeurs, les aspirations et les objectifs de votre organisme? Vous aurez déjà remarqué en matière de gestion des catastrophes et de la planification de la continuité, c'est que la charge de travail augmente brutalement. Vous faites en 24 heures ou 48 heures le travail que vous auriez fait autrefois en une semaine ou en un mois. Tout à coup, les tâches, les problèmes, les interventions montent en flèche. Il est très facile de se perdre dans tout ce travail. L'un des éléments les plus essentiels, l'une des balises essentielles, c'est de vous en tenir à la mission, aux valeurs, aux objectifs de votre organisme. Cela peut paraître évident, mais comme je l'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps dans les centres d'opération et l'une des premières choses qui se produisent, c'est que l'on se concentre sur les détails immédiats de la situation. C'est important, bien sûr, mais on perd de vue l'identité, la raison d'être de l'organisation, ce qui peut avoir un effet néfaste sur vous, sur votre organisation et sur les usagers de vos services. Donc, la continuité, la planification de la continuité des services doit commencer par une idée claire de la raison d'être de votre organisation, sa mission, l'impact que vous voulez avoir sur les personnes au service desquelles vous vous placez. En l'occurrence, dans le secteur de la lutte contre la violence fondée sur le genre. Autrement dit, quel impact espérez-vous avoir sur ces personnes? Que faites-vous pour soutenir les personnes qui vivent la violence fondée sur le genre? Donc, ça, c'est votre activité tangible, ce que vous faites au jour le jour pour réaliser votre mission et vos objectifs. Et enfin,
quels sont les principes et les croyances sur lesquels votre travail se fonde. Tous ces éléments doivent se répercuter dans tous les aspects de la planification, de la continuité de vos services. C'est pourquoi nous avons commencé par cette étape critique. Beaucoup de gens commencent tout de suite à réfléchir à leurs activités critiques, mais on ne peut pas fonder une planification sur la raison d'être d'une organisation si cette dernière n'a pas été définie. En effet, en temps de crise, la situation est moins claire. Il est possible de se perdre dans le détail. À partir de cette première étape, on passe à la suivante. Quelles sont les fonctions et les ressources essentielles, c'est-à-dire les activités que vous accomplissez dans tous les aspects de votre organisation afin de réaliser votre mission, vos buts et vos objectifs. Lorsqu'une catastrophe se produit et a un impact sur votre organisation, votre secteur en particulier a des ressources insuffisantes, un financement insuffisant. Cela est ressorti très clairement des réponses aux questionnaires, des propos des participants au groupe de réflexion. Nous savions qu'il s'agirait d'un élément essentiel de la planification de la continuité des services, tout particulièrement dans ce secteur. Sachant que vous allez avoir une hausse brutale de votre charge de travail et que les ressources sont limitées, il est très important de définir les éléments de votre organisation et de son fonctionnement qui ne peuvent être interrompus car une telle interruption aurait un effet néfaste sur votre organisation, sur votre équipe et bien sûr sur les personnes qui recourent à vos services. La première question qui se pose, c'est la prestation de vos services de base, refuge, counseling, promotion des intérêts. Bien sûr, c'est votre raison d'être. Ce sont les services essentiels qui vous viennent d'abord à l'esprit. Mais vous ne pouvez pas perdre de vue tout le travail qui se fait en coulisses pour impulser et rendre possible la prestation de ces services. Par exemple, le nettoyage pour assurer la santé et la sécurité des personnes accédant aux services et de votre personnel, les activités de financement de vos programmes, la structure de gouvernance de l'organisation qui permet la conformité aux stratégies, l'orientation en cas de crise et même au jour le jour, les ressources humaines, l'informatique, la liste est longue. Tous ces services sont facilement oubliés en cas de crise où l'on se concentre presque exclusivement sur la prestation de services. Toutes ces activités ne peuvent être interrompues car bon nombre d'entre elles procurent à votre organisation des ressources essentielles. Je marque un temps d'arrêt car le mot critique prête à confusion parfois. Il est difficile de le définir. Qu'est-ce qu'une activité critique? Qu'est-ce qu'une activité essentielle? Il n'existe pas de définition universelle des activités critiques ou essentielles. Chacune d'entre vous aura une idée différente de ce qu'est une activité essentielle. Et ce, à cause de toutes sortes de facteurs. Votre implantation géographique, les services que vous fournissez, les personnes qui accèdent à ces services. Les lignes directrices comportent un certain nombre d'éléments pour vous permettre d'évaluer quelles sont vos activités critiques en ajoutant l'analyse fondée sur le genre plus. Nous pouvons procéder à une analyse plus approfondie du caractère essentiel des activités. Il y a certains domaines où nous avons trouvé des points communs dans le secteur de la lutte contre la violence fondée sur le genre. Tout d'abord, si une fonction est interrompue, est-ce que cela aura un impact direct sur les usagers? C'est une manière immédiate de distinguer ce qui est essentiel de ce qui l'est moins. Une autre question, si cette activité est interrompue, est-ce que mon organisation perdra des ressources?
Est-ce que je perdrai un financement? Est-ce que je perdrai l'accès à des bénévoles ou un personnel critique pour mon activité? Troisième question très importante. Si une activité ou une fonction essentielle est interrompue, est-ce que je ne serai plus conforme aux lois et règlements? C'est une considération très importante d'assurer la conformité avec les lois et les règlements relatifs à la santé et sécurité au travail, à la gestion des données, puisque vous pouvez détenir des informations personnelles relatives aux usagers de vos services. Il faut assurer la conformité avec les règles qui régissent votre communauté, votre organisation et ses utilisateurs. Une dernière question pour définir le caractère critique ou essentiel d'une activité. La question est la suivante. Si vous perdez une partie de vos fonctions, est-ce que vous allez perdre des partenariats, des liens? Par exemple, si vous réaffectez votre service des communications à d'autres activités, est-ce que vous allez perdre des contacts essentiels? Donc voilà une idée de la manière dont nous analysons le caractère essentiel d'une activité. Les lignes directrices entrent beaucoup plus dans le détail. Ce qui est important pour une organisation ne le sera pas pour une autre et vice-versa. Une planification détaillée devrait vous permettre de définir clairement les priorités de votre organisation. Quand on parle de ressources, il s'agit des atouts, des biens, des outils que vous utilisez. Il y en a de tangibles et il y en a d'intangibles. Vos actifs tangibles, c'est votre équipe, vos locaux, votre matériel, tout ce qui vous permet de faire le travail essentiel que vous accomplissez. Mais il y a également les ressources intangibles que l'on oublie souvent, le savoir et les compétences de vos employés et de vos bénévoles qui contribuent au travail important que vous accomplissez, ainsi que la réputation que vous avez travaillé très fort pour créer auprès de vos bailleurs de fonds, auprès des personnes qui s'adressent à vous pour obtenir des services. Tout ceci représente une ressource. Il faut déterminer comment la protéger afin de maintenir votre réputation après un événement catastrophique pour maintenir le rôle que vous jouez au sein de la communauté. Quelques autres exemples de ressources critiques, les ressources financières, vos sources de financement, les locaux dans lesquels vous travaillez, votre personnel, les données que vous détenez, la confiance qu'inspire votre organisation. Ces fonctions et ces ressources essentielles, c'est cela qu'il s'agit de protéger dans la planification de la continuité des services. À présent, contre quoi veut-on se protéger? Il s'agit de l'analyse des risques. Nous ne l'approfondissons pas trop dans les lignes directrices, c'est un domaine en soi, mais il faut en tenir compte. C'est l'étape du processus pendant laquelle vous vous tournez vers l'extérieur pour identifier ce qui se passe autour de vous, au niveau géographique, dans votre secteur, dans votre communauté, dans votre environnement. Quelles sont les conditions qui risqueraient d'interrompre vos fonctions essentielles? Quand je parle d'interruption, il s'agit de savoir quelles sont les conditions qui pourraient entraîner des interruptions dans vos fonctions essentielles. Il pourrait s'agir de la création d'un retard, de l'élimination d'une fonction, ou encore d'une perte d'accès. Par exemple, perte d'accès aux bénévoles parce qu'ils ne peuvent pas venir au travail, perdre un local ou l'accès à un local ou encore à des services publics à cause d'une catastrophe, une tempête de verglas, par exemple. Donc, que faisons-nous lorsque nous perdons accès à ce dont nous avons besoin? Il s'agit de déterminer quels sont les événements qui se produisent généralement dans la région où vous vous trouvez ou encore dans le secteur dans lequel vous œuvrez. Bon nombre d'entre nous travaillons en virtuel également. Il ne suffit plus de songer
à notre implantation physique, mais encore dans le cyber-environnement, quand nous participons des données, que nous nous réunissons virtuellement. Quel genre de vulnérabilité existe dans cet espace et quelles activités pourraient donc être interrompues? Troisièmement, il faut songer à l'interruption de la chaîne d'approvisionnement. Pendant la pandémie, nous l'avons constaté, nous supposons que nous pourrons toujours faire l'acquisition de matières premières en dernière minute. Nous avons l'habitude de commander quelque chose et de se le faire livrer le lendemain. Mais quand on compte trop sur les achats ou les approvisionnements en dernière minute, toute interruption de la chaîne d'approvisionnement pourrait avoir des graves conséquences sur notre activité. Quand vous examinez les risques, demandez-vous quelle est la probabilité qu'un risque se réalise et, s'il se réalise, quelle sera sa gravité. Si je travaille dans une région où il y a beaucoup de catastrophes naturelles, par exemple des inondations, à quel moment de l'année se produisent-elles en général? Il y a un autre domaine dont il faut être conscient, une mauvaise habitude que l'on a en matière d'évaluation des risques, c'est le biais lié à la rétrospective. On a tendance à attacher une importance excessive au dernier événement que vous avez vécu. Ah, nous venons de vivre une pandémie, il faut préparer un plan de lutte contre la pandémie. Certes, c'est une bonne idée, mais il ne faut pas oublier les autres risques qui pourraient survenir. Devrions-nous plutôt nous préparer pour un événement qui est plus probable? Par exemple, si j'habite dans une région où les inondations sont fréquentes, je devrais peut-être chercher à me protéger contre ce phénomène-là plutôt que contre une pandémie. Nous n'avons pas trop approfondi ce point dans les lignes directrices, mais vous pourriez visiter le site web de Planification d'urgence Canada. Il y aura des ressources qui seront pertinentes à votre région géographique et qui vous donneront une idée de la manière dont vous pouvez aborder ce genre d'analyse. À présent que nous savons contre quoi nous voulons nous protéger et que nous savons quels sont les risques que nous courons, à présent, il faut déterminer que faire en cas d'interruption. Nous en arrivons au cœur de la planification de la continuité des activités. Quelles sont les mesures que vous allez prendre en cas d'interruption? Les stratégies de continuité des services consistent en une série de procédures et de processus que nous mettons en place afin de prévenir une interruption ou, sachant qu'une interruption aura lieu, d'en atténuer l'impact. Par exemple, en réduisant la probabilité d'une interruption ou en rendant l'impact de celle-ci moins catastrophique pour l'organisation. Très généralement, il existe certaines catégories d'activités. Nous entrons dans le détail dans les lignes directrices et notamment dans leurs annexes, lesquelles proposent des options très précises que vous pouvez appliquer. Ces données ont été recueillies dans le cadre de notre enquête au sein du secteur, notamment à partir de l'analyse des stratégies qui ont été mises en place par certaines organisations. Très généralement, il existe 6 catégories de stratégies. Tout d'abord, la réduction. Il s'agit de reconnaître que vous n'allez pas pouvoir accomplir tout le travail que vous accomplissez normalement, puisque vous allez devoir consacrer vos ressources à des secteurs particuliers. Vous allez donc réduire le travail que vous accomplissez et vous concentrer sur les fonctions essentielles. Vous allez créer des systèmes de secours, prévoir un équipement de secours en cas de panne, afin de pouvoir reproduire vos services dans différents locaux, dans différents endroits. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs locaux, d'avoir plusieurs implantations, il vous est peut-être possible de reproduire vos activités d'un site à un autre site. Nous avons constaté une stratégie qui était caractéristique du secteur, c'est le partage des ressources. Ceci
montre à quel point le secteur manque de ressources. Il s'agit également d'un secteur altruiste. Le partage des ressources est très courant. La mise en commun de personnel, de matériel, de locaux, de savoir, d'accès aux spécialistes. Il existe toutes sortes d'autres stratégies qui sont contenues dans les lignes directrices et que nous vous engageons à consulter. Lorsque vous sélectionnez vos stratégies, vous devez tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Sélectionner des stratégies qui ont du bon sens. C'est l'occasion de prendre du recul et de vous demander comment l'analyse fondée sur le genre plus peut être prise en compte. Outre les éléments traditionnels que nous examinons quand nous choisissons une stratégie, c'est-à-dire la fonctionnalité, l'efficacité, le coût, la possibilité de l'entretenir, la fiabilité. Ce sont les questions traditionnelles que nous nous posons. Mais il est très important de nous interroger également sur les obstacles que nous pouvons créer en sélectionnant telle stratégie. Mettons que je trouve un autre site où assurer la prestation des services. Il est important de songer aux personnes qui vont recevoir ces services. Peut-être avons-nous créé des obstacles à l'accès aux services dans ces nouveaux locaux? Est-ce réalisable? Les avons-nous consultés? Avons-nous tenu compte de leur point de vue? Ensuite, qui sera responsable de la continuité de notre stratégie? Qui sera chargé de faire en sorte qu'elle dure? Et puis, l'impact sur les usagers du service, ceux qui devront s'accommoder de votre stratégie de secours. Avez-vous exclu des usagers? Avez-vous envisagé leur vécu lorsqu'ils tâcheront d'accéder aux services selon de nouvelles modalités? Donc, encore une fois, tous ces éléments sont développés dans les lignes directrices. Il s'agit de poser ces questions importantes tandis que vous déterminez comment vous allez continuer à assurer la prestation de vos services en cas de catastrophe. Enfin, l'étape 5, c'est-à-dire le document de planification de continuité des services proprement dit. Ce sont les instructions, le document qui va réunir tous les détails que vous avez mis au point au sujet des stratégies que vous avez retenues. Il s'agit d'identifier ce qui va se passer en cas d'urgence ou de catastrophe, les rôles et responsabilités associés à la gestion de la catastrophe, qui est habilité à prendre des décisions dans telle ou telle situation, comment ces personnes peuvent être contactées. Il faut bien entendu avoir les coordonnées des membres clés de votre personnel, de votre équipe d'intervention, des employés ou bénévoles qui exécuteront les diverses fonctions essentielles, et puis les coordonnées des usagers qui devront être informés des impacts de l'événement et des changements que vous avez apportés au fonctionnement de votre organisation. Il y aura également les procédures concrètes sur l'activation de votre stratégie. Mettons que vous avez prévu un groupe électrogène en cas de panne de courant. Il faut prévoir des instructions pour la mise en marche du groupe électrogène. C'est très simple, mais cela doit être accessible et cela doit être tenu à jour. Quelle déception de se rendre compte que les instructions de mise en marche du groupe électrogène sont périmées. Prenez connaissance des lignes directrices. J'espère qu'elles vous permettront de vous y retrouver plus facilement dans ce processus. Vous pouvez procéder étape par étape. Je l'ai entendu dire et je suis d'accord avec cette affirmation. Parfois, le simple processus de la planification de la continuité des services suffit comme point de départ. Il n'est pas nécessaire d'avoir créé une véritable bibliothèque de documents qu'il s'agira de mettre à jour chaque année. Le processus de réflexion, d'exploration, si vous avez la possibilité d'étudier ce processus, ce sera une activité qui sera particulièrement intéressante pour vous. Alors, à présent, donc, les lignes directrices se trouvent sur le site web de la Fondation. Prenez-en connaissance. J'espère qu'elles vous paraîtront utiles et que vous pouvez
les utiliser au sein de vos organisations, vous trouverez à l'écran une adresse courriel à laquelle vous pouvez vous adresser si vous avez des questions au sujet de ces lignes directrices. La Fondation pourra transmettre vos questions à notre équipe et nous serions heureuses de prendre contact avec vous. Je crois que Karen va afficher dans la boîte de dialogue le lien avec les lignes directrices. Cliquez sur ce lien. Nous espérons vous avoir inspiré un certain intérêt à l'égard de la planification de la continuité des services. Peut-être allez-vous commencer votre processus de planification la semaine prochaine au sein de vos organisations. Voici qui conclut notre présentation. Merci de nous avoir écoutés. Nous voudrions remercier tout d'abord la Fondation d'avoir pris l'initiative de ce projet important qui combine l'analyse fondée sur le genre plus et la gestion des situations d'urgence. C'est essentiel, mais c'est très innovant. Ce projet est en fait le premier en son genre au Canada. Nous remercions la Fondation d'en avoir pris l'initiative. Nous sommes reconnaissants de faire partie de cette équipe et de ce projet. Nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont contribué au projet. Un grand merci aux membres du comité consultatif sectoriel, si elles sont présentes aujourd'hui. Merci, vous qui êtes déjà si occupés, d'avoir pris le temps de nous faire bénéficier de vos conseils et de votre soutien indispensable. Ce projet, nous n'aurions pu le réaliser sans vous. Nous voudrions remercier toutes les personnes qui ont répondu à notre enquête. Votre apport a contribué à les rédiger. Enfin, merci à toutes les personnes qui sont présentes. Merci, vous qui êtes si occupés. Et nous espérons que ces lignes directrices vous paraîtront utiles et que vous pouvez les transmettre à votre organisation. Voici qui conclut notre présentation. Nous pouvons à présent ouvrir la période de questions. Y a-t-il des questions, Karen? Nous serions heureuses d'y répondre. Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation extraordinaire et pour tout le travail exceptionnel que vous avez accompli pour rédiger ces lignes directrices, qui sont vraiment une grande première pour notre secteur. C'est formidable d'envisager de les mettre en œuvre de notre côté. Si vous souhaitez poser une question sur ce que vous avez entendu, vous pouvez la saisir dans la boîte de dialogue. J'ai deux questions que je voudrais vous poser de mon côté. Tout d'abord, quels conseils donneriez-vous aux organisations qui n'ont pas beaucoup de ressources, mais qui souhaiteraient commencer le processus de préparation et de planification de la continuité des activités? Et quelle serait la première étape à accomplir ou les deux premières étapes à accomplir? C'est une excellente question, Karen. Je vous remercie de l'avoir posée. Nous avons structuré les lignes directrices selon l'ordre dans lequel nous recommandons d'aborder les activités. Tout d'abord, entamez un entretien sur les activités de votre organisation et sur les aspects qui sont les plus critiques. Cela peut sembler élémentaire, mais le simple fait d'entamer cet entretien, de nous dire voici notre mission, voici nos objectifs, voici nos activités, cela vous donne une boussole et cela balise votre itinéraire. C'est incroyable de voir à quel point une organisation peut en apprendre sur sa propre activité, sur sa propre identité.
au fil des années, vous vous habituez à votre organisation, vous vous habituez à vos activités quotidiennes et vous perdez de vue peut-être un peu l'importance de tout ce que vous faites. Tout à coup, vous vous retrouvez euh, en une situation de gestion de catastrophe et vous devez faire non seulement votre travail quotidien, mais encore toutes sortes d'activités de gestion. C'est une situation qui est dangereuse parce que vous risquez l'épuisement en doublant ou triplant votre activité. Donc, les deux premières étapes, réfléchir, il y a des fiches de réflexion dans les lignes directrices aux éléments qui sont les plus importants, aux ressources qui sont essentielles, à ce que vous devez protéger. Cela change complètement votre cadre de réflexion. Il ne s'agit pas de créer une toute nouvelle organisation ou une série de nouvelles activités pour réagir à un nouvel événement dynamique. Vous faites ces choix de façon proactive. Vous réfléchissez à votre destination, à votre orientation. Vous prenez du recul sans être sujette aux pressions qu'impose une catastrophe. Ce sont les deux premières étapes. Mais je vais laisser Alex et Carmine intervenir le cas échéant. Vous l'avez bien dit, Magda. Il ne faut pas craindre de commencer parce que en faisant, en apprenant, on apprend beaucoup plus. Alors, c'est une partie importante de la question. Alors, tandis que vous continuez à travailler à la planification, vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez gagner en expérience et cela permettra d'éclairer la prochaine partie de votre plan. Et cela vous permettra aussi de déterminer quelles sont les prochaines étapes pour vous du point de vue, par exemple, du financement. Alors, je sais que ça peut paraître un peu gros au départ, mais prenez de petites bouchées. Vous devez vous donner un peu de temps dans votre organisation, simplement vous donner du temps, par exemple, dans vos réunions et peut-être aussi demander à une personne d'en prendre la charge. Ça permet de faire avancer le projet. Alors, une fois que vous avez le savoir-faire, vous pourrez vraiment avancer dans la mise en œuvre, non seulement la planification. Permettez-moi d'ajouter une dernière chose. Un des membres de notre comité consultatif a proposé qu'on intègre la planification de la continuité des affaires dans le plan stratégique pour que ça fasse partie du plan stratégique. Ainsi, lorsque vous travaillez à votre plan stratégique, vous travaillez d'office à votre plan de continuité des affaires. Excellent conseil. Merci beaucoup. Vous avez travaillé dans le domaine de la gestion des urgences depuis un bon moment et je crois comprendre que c'est un espace fort dominé par les hommes. Peut-être que j'ai tort, vous me corrigerez si c'est le cas, mais je sais qu'en discutant avec les personnes qui font ce travail au niveau municipal, les personnes qui font ce travail ailleurs, enfin, il semble que l'analyse fondée sur le genre n'est pas vraiment incluse dans la planification générale, ce qui signifie que vos lignes directrices sont encore plus importantes. Alors, avez-vous des réflexions par rapport au caractère applicable de ce que vous avez produit en dehors de l'espace de la violence genrée? Est-ce que ça pourrait s'appliquer à d'autres secteurs? Oui, alors personnellement, je pense que oui, cela peut s'appliquer. Les lignes directrices sont particulières à ce secteur. Cependant, d'autres organismes sans but lucratif pourraient également s'en servir de ces lignes directrices. Et je pense, vous avez raison, c'est un domaine fort dominé par les hommes et intégrer l'analyse fondée sur le sexe, ce n'est pas souvent fait. Alors, j'ai travaillé pour la gestion des urgences pour divers gouvernements et je peux vous dire que la structure de commandée est très hiérarchisée. Les approches sont vraiment descendantes, pas très inclusives, ne tiennent pas compte de la lentille intersectorielle. Alors, il y a un besoin criant, un besoin énorme. Je pense que beaucoup de travail peut être fait dans le domaine, mais évidemment,
si des entités peuvent se servir de ces lignes directrices comme guide ou comme modèle et l'adapter, ce sera déjà un pas en avant. Je vais ajouter que les analyses fondées sur le genre touchent tous les secteurs. Ça s'applique vraiment à tous les champs de pratique. La gestion des urgences ne tient pas généralement compte des concepts sociaux derrière les catastrophes, c'est-à-dire les besoins des diverses couches des segments de la population. Oui, on tient compte des éléments fondamentaux dont un logement et accès à de la nourriture, mais on ne tient pas forcément compte des iniquités existantes au départ dans la société. C'est ce qui permet d'adapter la réponse pour que les gens ne soient pas touchés de manière disproportionnée s'ils sont précarisés. C'est la raison pour laquelle on encourage davantage de recherche dans le domaine, entre autres par l'entremise de la Fondation canadienne des femmes. Mes collègues et moi voulons encourager la recherche sur non seulement le genre, on veut avoir une approche intersectionnelle, mais même le genre n'est pas vraiment pris en compte dans la gestion conventionnelle des urgences. Il s'agit d'opérer un virage dans le secteur. Et les possibilités de produire un contenu formidable comme les lignes directrices, c'est ce qui permettra d'assurer ce visage et d'amplifier les voix qui doivent s'exprimer pour que les catastrophes ne s'expriment pas plus lourdement pour certaines catégories de personnes. Merci pour ces réflexions. Dans le secteur, souvent on dit que l'intersectionnalité et les genres doivent faire l'objet de tous les travaux dans tous les systèmes et toutes les pratiques pour les personnes qui oublient souvent la question des genres dans leurs travaux quotidiens. Alors, c'est un projet vraiment fort intéressant auquel vous vous adonnez dans votre domaine. C'est formidable. Alors, j'ai une question de Liane Macmillan qui demande, est-ce que vous pouvez nous donner quelques échantillons de questions qui sont posées dans le cadre d'une analyse fondée sur le genre dans la trousse d'outils, des exemples de questions dans la trousse d'outils? Alors, si vous pensez à des stratégies que vous voulez mettre en œuvre, nous avons une liste de stratégies potentielles que vous pourriez mettre en œuvre. Une concerne, par exemple, la réduction des services. Et une des questions qu'on poserait dans ce contexte, c'est quelles sont les hypothèses de base. Qui est touché par l'élimination de certains services? Quelles sont les ressources disponibles? Est-ce que vous créez des obstacles supplémentaires? Alors, il s'agit d'avoir un processus réfléchi par rapport aux décisions et d'essayer d'envisager les conséquences attendues et inattendues et qui les vivra le plus durement. Alors, ce sont certains exemples. Et dans les annexes, nous avons également présenté des questions produites par Femmes et Égalité des genres Canada. C'est un processus assez linéaire, mais qui vise à vous faire réfléchir à la situation plus générale, pas seulement ce qu'il y a devant vous. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas monopoliser le micro. Peut-être que mes collègues auraient des stratégies à partager qui pourraient être utiles. C'est un excellent exemple. Une autre chose que j'ajouterai, parce que je suis responsable des catastrophes, c'est moi qui ai le moins d'exposition au secteur de la violence genrée à proprement parler. Là où je vois un écart important par rapport aux approches conventionnelles de continuité des affaires, on appelle cela d'ailleurs continuité des affaires. C'est vraiment conçu pour des entreprises. C'est centré sur ce domaine. Alors, on s'est dit que il fallait adapter. On sait que dans notre contexte, ce ne sont pas forcément des entreprises. Alors,
là où il y a un écart important par rapport au secteur conventionnel et aux évaluations conventionnelles, c'est dans les facteurs critiques, les facteurs essentiels des services. C'est très différent. En vous entendant parler et en passant beaucoup de temps à travailler avec vous, j'ai tout de suite compris que ce qui est important dans un domaine par rapport à ce qui est important dans votre domaine, c'est très différent. Alors, il y a un certain nombre de questions qui font partie des lignes directrices qui remettent en question, par exemple, si vous êtes un gestionnaire en cas d'urgence ou de catastrophe ou responsable de la continuité des affaires, que ce soit dans le cadre d'une entreprise ou d'un organisme sans but lucratif, si vous prenez vos fonctions dans un groupe qui s'occupe de personnes violentées, par exemple, vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir le rendement différemment, la rentabilité différemment. Vous savez, en période de catastrophe, on doit se redéfinir. Alors, la partie la plus intéressante pour moi, et là où j'ai remis en question mes a priori, c'était par rapport à ce qui importe pour moi. Ça a été un processus important dans mon cas. Merci. Merci d'avoir partagé cette réflexion, Magda. C'est utile pour nous de se rappeler. On a eu une séance hier et si vous étiez en ligne, vous vous rappellerez qu'on a eu Eileen Boissonneau et Lily Rico qui ont parlé de ce qui se passe lorsque la gestion des urgences, les plans de gestion d'urgence qui sont mis au point dans la communauté ne font pas ça. Ce que vous expliquez, qu'ils ne sont pas centrés sur les besoins. Comment dire, qu'ils ne sont pas centrés sur les besoins des personnes les plus précarisées, les plus marginalisées. Ils ne pensent pas vraiment à cela dans le contexte des soins. Ils voient les choses très différemment. Alors, lorsque cela se produit et que certaines personnes sont les parents pauvres de la planification, ce sont des organismes communautaires qui comblent le déficit. Alors, ces deux personnes ont parlé de leur expérience de travail, justement, avec des personnes précarisées qui sont des migrants sans statut ou des autochtones. L'État se tourne vers eux en disant, ben, vous n'avez pas de papier, vous ne correspondez pas au giron de nos activités. Donc, quelqu'un d'autre devra s'occuper de vous. Alors, c'était fascinant d'entendre comment ce modèle, le modèle d'entreprise qui est mise en œuvre dans d'autres espaces ne convient pas à des groupes comme les vôtres. Je vais mettre dans la boîte de clavardage la recherche à laquelle Alex faisait référence. Permettez-moi de rebondir sur ce que vous disiez, Karen. On le dit souvent, mais pour une raison ou l'autre, c'est négligé. On doit faire participer la communauté à la planification. Et un des aspects les plus importants de l'analyse fondée sur les genres, c'est quelles sont vos hypothèses et qui sont les parties prenantes que vous avez consultées et surtout à qui n'avez-vous pas parlé? Qui sont les personnes qui n'ont pas été consultées? Si on a une approche plus inclusive, je pense que moins de personnes passeront dans les mailles du filet. Bon, alors je vois que nous n'avons plus de questions. Je crois que cela mettra un terme à la période de questions et je souhaite laisser la parole à Adriana pour qu'elle nous présente son illustration, l'illustration qu'elle a créée pendant notre conversation. Alors sur ce, j'invite Adriana à afficher son illustration. Bonjour, très heureuse d'être ici. Nous reprenons le fil de la conversation d'hier, comme Karen le disait. Alors, certains éléments que je voulais présenter, je ne vais pas vous présenter tous les détails, mais j'espère que cette représentation visuelle pourra être un itinéraire ou une carte routière
qui vous permettra de présenter vos conversations à votre équipe de manière visuelle lorsque vous serez de retour chez vous. J'ai pensé aux moyens par lesquels on pourrait mettre en œuvre ces choses dans notre vie quotidienne et que c'est peut-être un moyen aussi d'avoir une conversation avec nos familles, nos collectivités. Je pense surtout à cela car moi, je travaille seule. Mon entreprise, c'est moi-même. Alors, je me disais, si jamais il y avait une catastrophe, qu'est-ce que je ferais, moi? Et une chose qui m'a frappée pendant la conversation, c'est l'importance de faire participer tous les membres de l'organisation dans ce travail. Simplement pour être bien certain que ce soit plus qu'un document qui prend la poussière sur une tablette, que ce soit un plan d'action pour les activités quotidiennes, pour comprendre comment on doit travailler tous les jours. Et aussi, j'ai pensé que le bien-être organisationnel et le bien-être individuel sont intimement liés. L'un ne peut pas exclure l'autre. Aussi, l'importance d'avoir un plan qui protège le personnel et les bénévoles en plus des usagers. L'idée de la continuité des soins m'a aussi fait penser à la chaîne des relations. On a besoin les uns des autres. On doit savoir comment se servir des soutiens de la communauté. Et ces soutiens sont disponibles si on comprend quels sont les besoins de chacun, si on applique une lentille intersectionnelle. Il faut poser des questions qui ne sont pas forcément évidentes. Il faut faire ramener à la surface les choses qui restent généralement dans l'ombre. Et un autre élément que je souhaitais présenter, c'est l'idée du processus progressif, que le plan doit pouvoir s'adapter, il doit être entretenu parce que le groupe, l'organisme qui prodigue des soins doit s'adapter à son environnement et à sa clientèle dont les besoins changent aussi. Ça a été vraiment très éclairant pour moi et un véritable plaisir que de pouvoir l'illustrer différemment, illustrer vos propos différemment. J'espère que quand cette illustration sera finalisée, l'outil pourra vous servir. Merci. Merci, Adriana. Je vois que vous avez un peu de mal à afficher l'image sur votre écran. Vous le dites dans la boîte de clavardage, vous n'arrivez pas à épingler l'image, mais on verra vous la donner pour que vous puissiez la regarder à loisir. Si vous survolez l'image, il devrait y apparaître 3 petits points. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Épingler » et cela vous permettra de voir l'illustration en plus gros plan. Alors, sur ce, je souhaite simplement remercier Alex, Magda et Carmine pour l'excellent travail que vous avez fait pour nous, mais aussi pour le temps que vous nous avez consacré et votre contribution à la séance d'aujourd'hui. Alors, je vous applaudis virtuellement. Merci. Sur ce, je cède la parole à nouveau à Dorothy. Merci, Karen, et merci à nos conférencières. Merci aussi à vous, Adriana. Alors, voilà qui met fin à la première partie de cet atelier d'aujourd'hui. Étant donné que nous sommes dans l'aspect en ligne du sommet, alors nous allons nous retrouver. Bon, vous avez un peu de temps, il faut dire. Vous avez un peu de temps pour vous dégourdir. Alors, nous serons de retour à 14h50, heure de l'Est, pour la reprise après la pandémie. Alors, allez vous dégourdir et on se retrouvera avec le même lien
avant 14h50. Alors, de nouveau, je remercie Karen et les panélistes, mais aussi toute l'équipe technique d'être présent et de nous aider à présenter cette conversation de si belle façon. Ça se passe très bien et c'est ce qu'on voulait. Alors, de retour à 14h50, heure de l'Est, avec le même lien. À bientôt.